Le football romantique est-il mort ? Une question qui a été remise sur la table par la perte d'un homme qui s'inquiétait de la disparition du romantisme avant même de la sienne, Didier Roustan. Et il avait raison d'avoir peur, parce que le football moderne, chaque jour, perd un peu plus de son émotion. Elle est remplacée par les stats individuelles, les stats collectives, et même maintenant, les expected goals. Des stats qui sont censés te dire la probabilité de marquer un but. Le football devient informatique et les joueurs, eux, se robotisent. On crée le même profil, grand, rapide, puissant et surtout lisse. Les footballeurs sont désormais plus des athlètes que des artistes, comme pouvaient l'être des Maradona, des Cruyff et même plus récemment des Neymar. S'il y a moins d'artistes, eh bien évidemment, il y a moins d'émotions. Et quand il y en a un peu, eh bien elle est coupée dans son élan par la VAR qui veut vérifier. Car tout ne devient que calcul dans le football. Combien ce transfert va me coûter ? Combien il va me ramener ? Et les droits télé, combien je vais toucher ? Peu importe ce que les gens devront payer. Et Didier Roustan en avait marre de ce que devenait le football moderne. Et sûrement qu'au fond, ses chemises immondes, c'était son coup de gueule. Mais tout n'est pas perdu, heureusement. Si beaucoup d'artistes sont partis, il y en a d'autres qui continuent d'éclore ici-bas. Des Lamine Yamal, des Moussiala, qui nous donneront envie d'aller au stade, d'allumer notre télé pour nous procurer quelques frissons. Et alors, le football romantique continuera d'exister. Mais pour combien de temps encore ? Salut tout le monde, c'est la rentrée dans Huis Clos, ça y est. Aujourd'hui, on avait envie de faire une émission un peu spéciale sur le football romantique. Qu'est-ce que le football romantique ? Qu'est-ce que ça représente, les joueurs, les équipes ? Et pourquoi on s'inquiète un peu de sa disparition ? Évidemment, c'est aussi un petit hommage à la disparition de Didier Roustan, qui était un peu l'initiateur de cette définition du football romantique. Donc voilà, on va essayer d'en parler aujourd'hui. Et pour en parler, je suis évidemment entouré de beaucoup de gens qui connaissent l'amour et le romantisme, à commencer par un homme qui s'est beaucoup reconnu dans les envolées lyriques de Didier Roustan et aussi dans les choix vestimentaires. C'est mon Manu. Tout à fait. Pardon, je reconnais pas de salopard. Salut les gars, comment ça va ? Je suis content de vous voir. On est ravis de Les t'avoir. vacances étaient bonnes ou pas ? Toujours. Excellent. C'est un sujet pour toi, ça, le romantisme. Je pensais que tu parlais des vacances. Non, le romantisme. Le romantisme, oui, bien sûr. Pas que dans le football. Pas que dans le football, c'est vrai. Il y en aura des témoignages pendant l'émission. Et on commence avec Magali qui n'arrête. C'est faux. À qui tu dois 3 mois de loyer. Mais Et aussi avait eu envie de parler de romantisme, c'est Thomas Erwan, ça va les gars ? écoute, ça va très bien, oui, c'est un bon sujet. Honnêtement, quand tu nous as dit on va faire cette émission-là, je trouve ça cool parce que c'est vrai que c'est complètement d'actualité et puis on a déjà tous la réponse, mais on va expliquer pourquoi surtout. Et je rajoute à ça que c'est un sujet qu'on a déjà discuté ensemble. Dont on a déjà discuté, parce que si on l'émission dont on a discuté déjà ensemble, souvent en émission et hors émission. Et là où Erwan a raison, c'est que on est tous plutôt d'accord. Maintenant, il y a beaucoup de petites velléités, chacun avec nos clubs et nos expériences différentes. Je sais qu'Erwan, tu voulais juste toucher un petit mot quand même sur Didier Roustan. J'en parlais dans le préambule, mais tu avais envie de rajouter des choses. Ouais, moi je suis le plus ancien de la clique autour de la table. Et c'est vrai que Didier Roustan, c'est un mec avec qui on a grandi. Pour moi, Didier Roustan, c'était à l'époque en Canal, j'ai moins connu parce que c'était les années 80. C'est lui qui commente l'Euro 84 quand la France gagne, par exemple. Mon père m'en a souvent parlé. Moi, Didier Roustan, c'est Stade 2 à l'époque. C'est la cassette Canto the King. C'est lui qui produit ce documentaire, qui commente, qui a la voix off. Et puis après, on a suivi toute sa carrière, qui est revenu chez Canal. Puis ensuite, on l'a connu à l'équipe et tout. Donc là, c'était un passionné. Parfois, on avait du mal à le suivre. Parfois, on avait du mal à comprendre. Par contre, ce qu'on a toujours su avec lui, c'était sa passion, cet amour du football. Et t'as raison, cette émission, on peut lui dédier parce que lui, c'était un vrai amoureux du football. Et c'était d'abord la forme avant le fond. Donc, j'ajoute à ça, Erwan, ce que vient de dire Erwan, il a raison. Le fond, c'est l'ancien foot quelque part. C'est le foot passionné. Le foot parce que j'aime le foot à la base et j'en fais pas un métier. Le métier vient parce que je suis passionné et surtout une proximité avec les athlètes extraordinaire. Nous, on a la chance avec First Team d'être très proche des athlètes en NBA parce qu'il y avait tout à construire cette relation entre les journalistes, les amoureux autour et les athlètes. Et lui, il représente exactement ça. On pense à lui avec Luis Fernandez, avec Michel Platini. On pourrait en citer des milliers des exemples comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un lien direct avec les athlètes sans que ce soit avec de la communication. Donc, moi, c'est pour un personnage singulier, un amour des athlètes et des footballeurs. Il faut jamais
jamais oublier qu'il pop aussi dans la société française à un moment où le football n'est pas vu et même décrié par tous les intellectuels ou les pseudo-intellectuels. C'est un truc de beauf, dis-le. Qui disent que c'est un truc de beauf, à nuque longue, de mecs qui courent derrière un ballon. Et lui, justement, il va participer non seulement, on va dire, au côté intellect autour du football par la culturation, c'est-à-dire par le fait d'aller se nourrir des cultures du football en Amérique latine, en Afrique, en Europe aussi, Italie, Angleterre. Il a été l'un des grands défenseurs du football anglais. L'un des premiers. Et exactement, un des premiers. Et c'est justement lui qui, je pense, a participé à insuffler une certaine culture foot en France et comment on consomme le foot. Et c'est pas uniquement par le prisme du résultat, mais c'est bien plus que ça. Très bien les gars, il aurait eu beaucoup de billes aujourd'hui sur le débat sur le romantisme. On le fait pour lui aussi, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est important de le rajouter, t'as raison. C'est important. Sans lui, on l'aurait peut-être fait un peu plus tard, ou peut-être jamais d'ailleurs. Hein. Mais c'est le bon moment pour le faire. C'est un sujet dont on parle souvent, nous. Ouais, c'est clair. Donc on est content de le faire. On vous rappelle juste que toutes les émissions sont disponibles en podcast, évidemment, sur Spotify, Deezer et compagnie. Les gars, avant que je vous donne la définition du football romantique que j'ai trouvé sur Internet, juste, est-ce que vous, avec vos mots, vous êtes capable de définir le football romantique? Parce que c'est pas facile, hein. Manu, j'ai envie que tu commences. Ouais, pour moi, le football romantique, c'est une vision du football qui va à l'inverse du football pragmatique. Là, le football pragmatique, c'est je regarde le score et je tire des conclusions. Et le football romantique, c'est regarder tous les à côté autour. L'émotion que te donne ce jeu, qui peut être un art, qui peut être un spectacle même. Et même au-delà de ça, c'est d'accepter de gagner sale ou moche et d'adorer aussi d'une certaine manière la défaite où tu es fantastique et magnifique. C'est plus uniquement regarder le foot par le prisme du résultat en tout cas. Pas mal. Pas mal. Thomas, tu enchaînes? Non, moi quand je pense à romantisme, il y a tout un aspect de l'être humain à mettre en avant. Parfois, c'est archi galvaudé de dire ça, mais lorsque vous pensez au romantisme de foot, c'est à l'époque où on acceptait que les joueurs de foot soient d'abord des hommes. Ouais. On les aimait sur le terrain, mais on aimait aussi leurs frasques. On acceptait plus facilement. On peut en discuter autour si c'est bien ou pas bien, mais on attendait beaucoup moins sur la communication, etc. Et les joueurs pouvaient être eux-mêmes. On leur demandait pas d'être parfait dans la communication, média training, machin. T'avais le droit de te déborder, t'avais le droit aussi d'être beaucoup plus proche des gens qui vivent dans la vraie vie, comme nous, par exemple. Donc le romantisme, c'est aussi sur les athlètes en tant que tels et sur les hommes qu'ils sont dans la vie, ou femmes hein, d'ailleurs. Ouais, pas simple de passer derrière ces deux belles argumentations, mais moi je crois que c'est la manière en fait, c'est prendre du plaisir. C'est qu'on en reparlera dans l'émission, mais c'est la manière, c'est prendre du plaisir à jouer au foot. Après le résultat il est ce qu'il est, mais en tout cas il y a un plan et ce plan-là, il y a plein d'équipes à travers l'histoire du football qui ont marqué ce football romantique. Certains ont gagné, beaucoup ont perdu. Parce que les beaux losers, les beaux perdants, c'est l'essence même du football romantique par moment. Et aujourd'hui, il y a plus de place pour ces gens-là. Donc pour moi, le football romantique, c'est d'abord la manière, se prendre plaisir, que tout le monde prenne du plaisir. Aujourd'hui, on sacrifie des mecs sur des 6, des latéraux qui montent pas là. En fait, le football romantique, pour moi, c'était pas ça. C'est que peu importe, même le gardien, il a envie de se projeter. Et pour moi, c'était une manière de jouer au football où tout le monde prenait du plaisir. Je vais vous dire la définition que j'ai trouvée. Hein. Le football romantique, c'est des histoires et des personnages. C'est un football centré sur la beauté du jeu, la créativité, un esprit offensif plus que les résultats et l'efficacité. Moi, j'ai envie de rajouter, c'est aussi, moi qui suis plus jeune, dès que j'ai entendu les gens plus âgés parler de football romantique, c'était un peu idéalisé pour moi. C'est aussi une époque qu'on idéalise un peu par la nostalgie. C'est le foot d'avant, dis-le. C'est le foot d'avant. Foot à papa, on en parle souvent. Foot à papa, c'est ça que je voulais dire. Le foot romantique, c'est aussi le foot à papa. Et je rajouterais à ça le foot avant réseaux sociaux. On va en parler. Le foot avant les réseaux sociaux. Clairement. Il y avait un football manager où n'importe quel clampin maintenant se prend pour un entraîneur et qui veut des résultats. Par contre, tu parles bien des femmes ici. C'est vrai qu'il y a des mecs traumatisés ici. Je te rappelle que Will Steele a commencé par football manager. Donc quoi, ça peut amener. Bah oui. Et il est pas en train de revenir sur Terre, c'est très intéressant. Parce que là, on s'en sort pas mal. Il y a un terme qui est venu chez tout le monde, les gars, c'est déjà le terme d'équipe. Le football romantique, c'est déjà des équipes mythiques. C'est le Brésil 70, c'est l'Argentine de Maradona, c'est l'Ajax de Cruyff. Non, alors. Bah, c'est des histoires autour. C'est pas des grandes équipes. Je t'adore. C'est pas que des grandes équipes. Le Brésil 70, c'est le football romantique. L'Ajax d'Amsterdam de Johan Cruyff. Et les Pays-Bas. Les Pays-Bas 74-78, c'est le football romantique. On peut même mettre un peu l'Allemagne de Beckenbauer 74. Le Brésil l'Argentine de Maradona 86. Alors Maradona, c'est Maradona le football romantique. Voilà, c'est Maradona le romantique. Par contre, l'équipe à côté, c'est des tueurs à gages. T'as raison. Ah non, vraiment, je suis désolé. Vous avez tous les deux. Je suis désolé, mais là pour le coup, l'Argentine 86, c'est pas le romantique. Vous avez tous les deux raison, mais en même temps, là où Tom marque un point, c'est que c'est une équipe qui est terriblement romantique. T'as raison, c'est un mec et 10 soldats.
et 10 soldats qui sont prêts à tuer pour ce mec qui est une sorte d'empereur et de général, et ils l'ont fait. T'as raison. mais quelque part, il y a une idée romantique derrière cette Argentine-là, derrière ces mecs qui se sacrifient justement pour l'emblème, derrière ces mecs qui redonnent une certaine fierté aussi à des Argentins après la guerre des Malouines, etc. Donc, il y a une part de romantisme. Là où tu disais, par exemple, la RFA 74, pour moi, c'est un peu l'équipe justement anti-romantique, parce qu'elle a tué justement les Pays-Bas, qui était l'équipe la plus romantique de cette époque-là, et qui quelque part était un peu le fossoyeur de rêve, que ce soit vis-à-vis de l'Ajax ou vis-à-vis de Saint-Etienne aussi, pour les anciens Français qui ont connu ça, tu vois. T'as Beckenbauer. Et t'as Beckenbauer, c'est vrai. Et t'as Beckenbauer. Alors, Gerd Müller, c'est pas, bravo à lui, mais c'est pas le romantisme, non. C'est moins qu'on puisse dire. Mais, Beckenbauer, parce que si l'Argentine de Maradona de 86 est une équipe romantique, ben, la RFA de 74, elle est romantique par Beckenbauer. Ouais, et ça marche avec Bayern. Et qui bat aussi. Mais tu vois, Saint-Etienne, tu parles de Saint-Etienne 76. Pour moi, c'est cette équipe-là qui incarne le romantisme. Le beau football. Le football total, des buts, des actions exceptionnelles. Si honnêtement, vous êtes plus jeune, vous allez voir des highlights de Saint-Etienne 76, l'épopée qui les amène jusqu'en finale c'était pas la Ligue des Champions à l'époque, mais des clubs champions. C'était un football exceptionnel. Et puis, pour moi, il n'y a pas de romantisme si en fait il n'y a pas de drame. Et donc il n'y a pas d'histoire. Voilà, parce que le putain de poteau carré, c'est vraiment le truc de l'histoire. Mais c'est on revient ça, personnage, histoire. La Hollande de Cruyff qui perd en 74-78 alors qu'ils doivent gagner les deux fois les champions du monde. C'est ça aussi le romantisme. Pour moi, il y a une part de dramaturgie. Il y a un côté drama. Excuse-moi, vas-y. Non, j'allais dire, en fait. Non, mais ce que j'allais dire aussi bien dans Brésil de 70 que. Le Istres en national, c'est non pas en 2008. Le romantisme, c'est à l'extrême. Ça, c'est vraiment quand t'es très romantique. Non, mais aussi bien dans le Brésil de 70 que dans cette équipe de l'Ajax, ou même on pourrait dire les Pays-Bas de 74, il y a cette notion aussi d'un jeu magnifique qui crée de l'émotion par le collectif. Tu prends le Brésil de 70, par exemple, il y a plein d'individualités extraordinaires. Je vous invite à regarder le résumé du Brésil-Italie de 1970. Le dernier but de Carlos Alberto, c'est incroyable. C'est une équipe qui repart depuis son camp et qui, par un jeu de passe courte, de dribble, de fameux joga bonito, de décalage, exactement, arrive à marquer peut-être l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est quand, en fait, l'individu est au service du collectif. On l'a retrouvé, par exemple, à l'époque du Grand Barça, même si après, il s'est un petit peu auto-caricaturé ce jeu-là. Mais par exemple, tu vois, les Pays-Bas ou l'Ajax des années 70, on disait, avec le football total, c'est le début du dépassement de fonction. Aujourd'hui, on est en plein dedans avec le latéral, qui est à la fois le premier défenseur et le dernier attaquant aussi, parfois. Et quelque part, tu vois, c'est des jeux qui ont marqué l'histoire et qui ont laissé une trace esthétique. Le Brésil, on les trouve fort techniquement et on trouve que c'est le plus beau jeu du monde parce qu'il y a eu le Brésil 70. Mais on oublie de dire qu'en 94 et 2002, c'était des Brésil très défensifs. On est plus proche de l'Allemagne que de l'Amérique du Sud. Voilà, exactement. En 94. Non, mais les Brésiliens, leur créature, la victoire avant tout, la fameuse Deschamps. Tu vois, si tu vas pas au bout, t'es dans la mouille. Dunga, quoi. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que là, vous dites que des équipes un peu à l'ancienne, on va pas se mentir. Aujourd'hui, il a commencé à l'évoquer, le Barça de Guardiola. Est-ce que c'est une équipe romantique ? Non. Non, moi je crois que c'est une équipe. Alors, elle est difficile la question parce qu'elle est tellement ancrée dans le football moderne, c'est-à-dire que c'est une équipe charmante, c'est une équipe extraordinaire, c'est une équipe hors du temps, c'est une équipe hors du commun. On peut l'appeler comme on veut, historique, sans aucun doute historique, avec un plan de jeu, une idée de jeu, un ADN. Parfois c'est un peu galvaudé ça, mais vraiment l'ADN la possession. On va vous battre d'une certaine manière, dogmatique absolument. Mais on est déjà dans le foot moderne. On est déjà dans le foot moderne parce que si tu prends les meilleurs joueurs qui sont peut-être les derniers vestiges de l'idée du romantisme, si je prends Xavi, Iniesta, c'est clairement des mecs qui, s'ils avaient, mais si tu veux même plus, je prends les deux, en tout cas, les deux, s'ils étaient nés 20 ans plus tôt, on les aurait cités, là, ce soir, dans ce type d'émission. Moi, j'ai du mal à placer les équipes 2010, allez, même après 2000 presque, je peux citer des joueurs, mais les équipes ne sont plus romantiques. On est déjà dans le foot post-98, le star system, beaucoup plus d'oseille, où les mecs, en fait, sont formatés. On en parlera. Sont formatés. Alors, je prends un peu ta place, mais j'ai envie de vous poser une question. C'est qui la dernière équipe romantique ? C'est très dur, ça. C'est très dur, hein. Tu vois, quand on en parlait là, elle est dure cette question. Moi, franchement, peut-être qu'on manque de recul, mais j'ai presque envie de dire le Barça de Guardiola, la grande époque du Xavi Iniesta, où Iniesta est pour moi un joueur particulièrement romantique. Ça, c'est clair. Anti-star au possible. Je parle d'un joueur, là, attention. T'as raison que je parle d'un joueur. Dans les années 2000 qu'on a adoré, souvent on dit que la meilleure décennie, c'est celle des années 2000. On peut citer un nom quand on regarde les équipes, les demi-finales de Ligue des Champions, les quarts. Il y a que des mecs sur lesquels on jouait, des trucs, on les aimait. Il y a que des stars. Aujourd'hui, ça va, ça vient. Il y a 40 joueurs dans une équipe. On comprend plus rien. Le Manchester de Sir Alex Ferguson, il avait pas une part de romantisme. C'est ça, moi, le dernier pour moi serait le grand réal de la BBC. Pour moi, t'as des personnages, évidemment des superstars comme Ronaldo, t'as des mecs comme Modric,
T'as des mecs comme Kroos qui sont quand même des mecs qui sont là. J'ai du mal à mettre Mais ça je les dans trouve le pas romantisme. romantiques pour un sou. Oui, mais- autant United, parce qu'on. Mais ça fait partie des équipes où tu peux dire les 11. Qui gagnent avec des mecs Oui, dont la ça, c'est moitié vrai. sort du centre de formation. Et avec un coach qui est resté pendant des années, pour moi, peut-être la dernière équipe, oui, c'est la Ligue des Champions. C'est la dernière Ligue des Champions d'Alex Ferguson. Oh, C'est dur, hein, loin, c'est dur. Hein. Parce que moi, mon problème Ah de oui, la c'est loin, BBC, mais pas- parce moi, qu'il est le mort le problème du football. C'était la question de ton débat. Il est mort le romantisme, gros. Le gros problème Invite un Rimbaud la prochaine fois. Pour le gros problème du Real des années 2010 jusqu'à Benzema et tout, c'est que c'est des équipes archi modernes. Le style de jeu, il est parfois triste, c'est un peu truc, mais un gros collectif, ok, mais surtout le bon fonctionnement dans les temps faibles et surtout les temps forts qui sont extraordinaires. C'est ça le foot C'est du moderne. Et pragmatisme. c'est pas du tout le romantisme qu'on imaginait quand on était jeune. c'est vrai. Donc on est déjà dans le foot moderne. T'as raison sur l'ancrage que ces équipes ont L'histoire par rapport à aussi. nous. On en parlera dans longtemps, le triplé d'Ida et tout. Enfin, tu vois, c'est des trucs dont on va parler très très longtemps. Mais le football est déjà plus romantique depuis longtemps pour ça. Mais ça fait longtemps. Benzema là, quand il est Ballon d'Or, là, 2022. ce qui fait le parcours en Ligue des Champions et tout, c'est romantique dans la C'est une façon dont- épopée romantique. C'est une épopée Tout à fait. romantique. Mais dans le football pratiqué, Tout à fait. on n'est pas dans un football romantique, on est sur un C'est pragmatisme du exceptionnel où des talents font la différence et l'histoire, on fera peut-être une autre émission là-dessus, elle est extraordinaire à raconter. Tout à fait. Mais pour moi, on est depuis bien plus longtemps dans L'ère du foot est déjà plus dans le passée au romantisme. romantisme. Mais, ouais. mais là, si je vous écoute, il y a quoi? Il y a 10 équipes qui ont été romantiques alors dans l'histoire. Non, des équipes qui jouaient non. très bien au football, Non, j'étais où à qui sont allées Bucarest quand très haut. alors je vais faire vraiment l'alliance, Ouais. mais j'étais où à Bucarest quand ils gagnent la Coupe des Champions je crois que c'est 86. Avec Hadji déjà, non? Non, Il y est pas, non? tu vois. Mais ça c'est du romantisme. Ils jouaient, c'est des Roumains, ils jouaient archi bien au foot et tout. Mais c'est pas que mais c'est un Kiev football avec qu'on ne verra Shevchenko plus. fin 90, complètement. c'est archi non, Le c'est que Barça, des le Barça de gros. Romario Stoïkov, Mais oui, c'est c'est romantique de romantique. ouf. Mais le Barça début des années 90, c'est 100% romantique. Même Mais est-ce même que- je vais plus loin, tu vois, un peu plus loin. Le Real avant Zizou et tout, quand des Espagnols, je pense à Morientes et Raoul, Raoul que devant, 2000 au Stade de France et tout, on est encore dans un autre foot. Le foot est en train de changer, mais on n'y est pas encore réellement. Pour moi, 98, c'est un vrai changement. Je vous le dis, oui. par rapport à notre Ah oui. pays, par rapport à la place Bien des sûr. footballeurs dans la société, etc. Mais le foot européen, il y a une espèce d'abreuvage Transfert, même, d'oseille. transfert et Voilà, tout. les 75 millions de Zizou quelques années plus tard, etc. On est clairement dans, on peut faire du fric avec le foot. Ce qui était moins le cas avec les mecs dont on en a parlé sûr. souvent avec, comment il s'appelle notre gars sûr, je touchais le ballon. Oh, comment il s'appelle notre gars sûr, notre Argentin, le meilleur Argentin de tous les temps, qui aime Messi comme un Argentin qui travaille sur Ah, Omar, excuse-moi Omar, j'embrasse Omar, je suis désolé. Il m'est pas revenu, alors je pense qu'à lui. Omar, il fait partie, comme Didier Roustan d'ailleurs, avec ces mecs qui ne parlent que de jeu. Et le romantisme, c'est aussi ça, de toujours mettre le jeu avant les résultats, on en a parlé tout à l'heure. Et t'as raison sur un truc, c'est que on parle là de romantisme, t'as parlé de Didier Roustan, et en vrai, qu'est-ce que c'est la culture foot en France, déjà de base? La culture foot en France, moi je pense que c'est quelque chose qui depuis 98, ça a beaucoup évolué. Notre génération a la chance de pouvoir s'appuyer sur des éditorialistes, voire des penseurs un peu du foot. Il y a des philosophes du foot aujourd'hui qui à parlent fait. à la radio et qui font un audio. Qui s'autoproclament, Oh, philosophe. ouais, ouais, mais Enfin, bon, ils sont mais philosophes, ça ils payent marche. leur loyer. Moi, Mais j'ai l'impression que c'est deux trucs réunis. ça marche, ça marche. Statut auto-entrepreneur. Ça marche et ça veut peut-être dire que justement on est en recherche d'une certaine culture foot en France. Mais justement, tu vois, on parlait de Didier Roustan tout à l'heure, c'est ça qu'ont apporté aussi ces mecs-là. Ils nous ont expliqué que le foot n'était pas seulement un sport et que tel qu'il était vécu en Argentine, en Italie, en Angleterre, dans d'autres pays, eh bien il fallait, on va dire, s'astreindre à cette culture foot. C'est pour ça que je pense que la culture foot et la culture sport est en progrès dans notre pays. Mais comme tu l'as dit, le vrai marqueur, c'est 98 et 98, c'est la victoire du non-jeu quelque part. C'est une victoire d'une idée de football très défensive. On a trop tendance à l'oublier, Qui ça. devient, Ouais, on qui le devient sait. un petit peu notre style, puisque depuis Didier Deschamps l'a décanté en tant qu'entraîneur. Les gars, juste avant de parler pourquoi on est inquiet pour le football moderne et toutes les évolutions, juste pour rester sur le football romantique, on a parlé des équipes, il y a des joueurs aussi. Vous avez parlé des équipes de Maradona, de Pelé, c'est des personnages ces mecs-là. Aujourd'hui, on en parlera plus tard, on n'a pas l'impression de retrouver ça, mais vous qui avez vécu un peu plus que moi les stars des années 80, 90, 2000, je les ai connus, mais il y avait plus de personnages avant. On n'est pas fou. Ah, non, je crois pas. Moi, je suis persuadé que si, moi. Moi, je crois pas. Par contre, il y avait des gens autour. Tu parles de Pelé. Alors, personne n'a connu Pelé autour de la Non. table. Même si mon aspect physique laisse. J'ai vu le doc sur Netflix, Erwan, je peux t'aider si tu veux. C'est toi qui fais la touche sur la Coupe du Monde. Belle relance, Erwan, contre l'Italie 4-1. Bravo, c'est toi dans les buts d'ailleurs. Belle frappe. Hein. Mais moi, je pense que surtout qu'il y avait la volonté de jouer au football a mis en lumière des grands talents. Alors, Maradona 86, c'est particulier parce que Maradona mais autour de Pelé, il y a des mecs, il n'y a pas un mauvais joueur de foot. Garrincha, encore Garrincha en 70, il est pas là, hein, il est plus là. Mais il y avait autour de Pelé en 70, il y a que des
Même du défenseur latéral au défenseur central, il y a que des mecs qui tu leur fais une passe, le ballon, il incorpore leur corps, il rentre, tu vois, il fait partie de leur corps. Il y a aujourd'hui des mecs, on a beau dire, ouais, à l'époque, 70, ça allait à 2 à l'heure et tout. Moi, je vois des mecs aujourd'hui qui font des trucs, qui font des centres, et je vais pas citer de nom, qui font des centres en touche dans des tribunes. Oui, le foot va plus vite. Oui, les défenseurs sont plus hardcore. Mais au bout d'un moment, chaque génération. Tout ça, non, moi, je vois surtout des mecs. La Hollande, 74, 78, le Brésil, 70. Oui, les Pays-Bas. Tous les 11, c'est que des joueurs de ballon qui sentent le jeu, de la relance, du jeu, une touche de balle et tout. Aujourd'hui, il y a des joueurs, ils sont pros, ils savent pas faire ça. Mais, moi, alors, je grille un peu le débat d'après, mais, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand tu demandes c'est qui ton joueur préféré, c'est bien plus dur de répondre qu'avant. C'est pas parce qu'on a vieilli, c'est aussi qu'il y a moins de joueurs qui ressortent. Mais parce que t'as de plus en plus d'athlètes, t'as de moins en moins de joueurs. Le foot, aujourd'hui, est devenu très physique parce qu'on te demande aujourd'hui de courir 15 km à haute intensité. Et que de toute façon, il y a une statistique maintenant qui ne trompe plus, c'est l'équipe qui court le plus à haute intensité gagne un match. Donc le foot peut devenir presque prévisible. C'est un petit peu tu sais, vous avez tous vu le film Stratège avec Brad Pitt. Bon, ben voilà, on y est aujourd'hui dans le football. C'était pas toi la doublure un peu? J'aurais aimé, mais non. Merci. Mais voilà. Et je pense qu'il y a aussi le fait que le foot est devenu, aujourd'hui, un joueur est un actif, puisque le foot est devenu une bulle financière. Oui. Et qu'aujourd'hui, c'est fini, les personnages romanesques. Je vais vous donner un exemple. Parle-nous Paul Gascoigne. Avant de parler de ça, parle-nous des personnages, ouais. Paul Gascoigne, par exemple, qu'on a tous connu quand on était petit. Paul Gascogne, c'était pas un athlète. C'est un gros lard. Mais c'est vrai, tu vois. Alcoolique. C'est un alcoolique, etc. Puis le foot, il pue l'alcool, mais il pue le foot aussi. Le foot aussi, exactement. Et ces personnages-là, on les a pu. Tout à l'heure, t'as parlé de Cristiano Ronaldo et de Messi. Est-ce que Cristiano et Messi sont des footballeurs romantiques? Pour moi, absolument pas. Puisqu'en fait, pour expliquer qu'ils sont les meilleurs du monde, on explique qu'ils en sont à 837 buts. Voilà, donc c'est 901 la preuve. Maintenant. Ouais, 901 maintenant. Quand même. Et maintenant, c'est la preuve, si tu veux, par le scientifique, non pas la preuve par l'émotion. Et moi, je suis désolé, Iniesta, Zidane, même Ariel Ortega ou d'autres, Rui Costa m'ont donné plus d'émotion. Riquelme, voilà, m'ont donné plus d'émotion que ces mecs-là, que ça soit sur le terrain et en dehors. Mais si tu fais gagner une Coupe du Monde, une Copa, enfin, si t'es argentin, tu rentres dans l'histoire. Si t'es argentin, je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais, par exemple, tu vois, une vision romantique, j'ai pris plus de plaisir sur la finale 2022 que sur la finale 2018, et pourtant on a gagné la 2018. 2022, je suis content parce que on est des héros, des perdants héros, le scénario, et à la fin t'es content quand même parce que t'aimes le foot, t'es content de voir Messi soulever la coupe. Mais désolé, Messi, s'il voulait avoir un parcours romantique, il aurait peut-être fait ce que je reprochais à l'époque, rester au FC Barcelone malgré les difficultés financières, aller chercher un challenge qui soit un peu plus, on va dire, romantique que celui du Paris Saint-Germain ou celui de Miami. Voilà, ça fait partie aussi du romantisme d'un joueur. Tu viens de parler d'un truc, juste pour rebondir sur un truc. Tu as parlé de personnages romanesques, mais je crois que il y en a des personnages romanesques. Encore aujourd'hui. Toujours. Le problème, c'est que on ne peut pas être un personnage romanesque dans le monde dans lequel on vit. En tout cas, on ne peut pas être un Gascogne en 2024. Ça n'existe pas. Et moi, je vais vous dire un truc. On peut regretter Paul Gascogne. T'as raison. Je crois que c'est mieux qu'il y en ait petit peu moins. Ouais, non, mais à un moment donné, il y a aussi une réalité dans laquelle on vit. Cite-moi un autre Gascogne. Non, mais j'en sais rien, mais on parlait de lui. Il y en a des milliers. Georges Best, on l'adore. Il était super drôle. Il y a 20 ans d'écart entre les deux. Oui, mais c'est les premiers qui me viennent. Mais il y en a des milliers. Mais bon, aujourd'hui, l'avantage. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire les dingueries que tu faisais hier. C'est une réalité. Un Maradona peut pas exister aujourd'hui. Maradona n'existerait pas. Ou alors, il serait lui aussi formaté comme les autres. Parce que tu dois aussi t'adapter dans le monde dans lequel tu vis. En fait, les personnages romanesques ne l'auraient pas été à l'époque. Aujourd'hui, un Kylian Mbappé, la manière dont il se comporte, mais il y a 40 ans, il y a 20 ans, enfin, on peut se trouver n'importe quelle époque, il aurait été un footballeur et une personne complètement différente. Donc, il faut aussi vivre avec son temps. Aujourd'hui, tout est scruté. À n'importe quel moment, tu vas au bar, tu pécho une meuf, enfin, j'en sais rien, quel que soit, dans mauvais ou bon côté, hein. Tu peux être filmé à tout moment. Encore heureux que les gars, se protègent. Deux, il y a que les vraies dingueries qui ressortent. Donc, moi, le personnage romanesque, c'est vraiment le truc du foot d'avant. On peut être nostalgique. Mais je crois pas que ce soit une mauvaise chose. On est passé la page des cons, entre guillemets des cons. Le dernier qu'il a été, c'est Zlatan. Le personnage. Ouais, mais Zlatan, il a rien à se reprocher dans la vie. Gros, sur le terrain. Rien. C'est un personnage médiatique. Il a rien fait, sinon. Zlatan, il est marié. Dans ses déclarations. Zlatan, il n'y a jamais rien qui est sorti extra-foot avec lui. Pour moi, le dernier romantique, j'ai envie de dire, c'est Eric Cantona. Oh, c'est vieux, non? C'est vieux, mais c'est peut-être. Mais en tout cas, là, comme ça, quand j'y pense. C'est pas faux. Dites-nous, c'est pas faux, c'est vrai. Romantique. Moi, j'ai Ronaldinho. Ronaldinho a touché les romantiques. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Mais je crois aussi qu'il y a certaines personnes qui sont restées toute leur vie. Attention de pas dire romantique alcoolique, parce que c'est que des mecs qui sont. C'est ça. On va se griller. Mais je vous dis un autre truc. Moi, je pense que Francisco Totti,
avec Bien les sûr, qualités qu'il a, bien il sûr. est Romantique, le foot bien romantique. sûr, bien Je crois sûr. que Paul Scholes, c'est un romantique. Bien Je sûr. pense que Steven Gerrard, il est romantique parce que, et on va y venir aussi, le fait d'accepter de gagner moins qu'en partant au Real, parce que tous, le Real leur ont offert des ponts d'or, eh bien, ça fait partie du romantisme, ce qui n'existe beaucoup moins aujourd'hui dans le foot moderne. Parce que l'oseille a pris la place. Après, c'est deux choses. Il y a les équipes romantiques, le football vous pratiquez ou la manière, et on verra le résultat après, mais en tout cas, on est sûr du football qu'on veut jouer. On l'a dit, Brésil 70, le Pays-Bas, très bien. Et puis t'as les joueurs, le comportement romantique aussi. Donc c'est deux choses, mais c'est pour ça que le romantisme, il englobe plein de choses. Mais les joueurs sont moins passionnés parce que le cadre est moins passionnant aussi. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire. Areola l'avait dit, tu sais, il y a 3-4 ans. Areola, il aime pas le foot. Il fait une sortie en Pourtant, disant, c'est un super joueur de foot. moi, c'est mon métier, mais je ne regarde pas de foot, je n'aime pas le foot. Il va à l'usine, quoi. Mais le truc, c'est que on pourrait leur tomber dessus et leur reprocher. Mais tu vois, là, on va faire le plus beau des hommages, je pense à Didier Roustan, c'est de dire que justement, c'est la société qui a changé, que cette société a influé sur le football et que le cadre aussi de la formation, comment veux-tu qu'un mec soit encore passionné par le football? Tu vois, le problème de Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est peut-être justement qu'il aime de moins en moins le football ou qu'il peut-être prend pas de plaisir Parce que le à faire foot, ce qu'il fait. parce que la moi, je suis rongée sûr qu'une fois que complètement, Kylian, tu il vois. va sur le terrain, le gars, il est sur le terrain, il kiffe. Bien sûr. Parce que ton âme d'enfant Bien sûr. reprend le truc. Mais tout ce qu'il y a autour. Bien C'est sûr. un super exemple. En plus, aujourd'hui, on tourne, il y a des histoires des 55 millions d'euros. En C'est fait, ça. t'es tout le temps. On a parlé avec Nico puis un Batum. joueur de foot, Nico en Batum, fait. il prépare sa finale de olympique. La veille, il doit trouver des places à 5000 balles. On est dans un monde qui n'a aucun sens. T'es plus concentré que sur, il faut qu'on soit bon demain, les gars. Mais tout compte autour. C'est difficile. on a un très bon exemple, on l'a eu, c'est Nasri, qui était mine de rien Super un exemple. personnage de la Ligue 1 et qui a dit avec du recul, j'aurais dû un peu plus, il a pas dit ça, me formater, mais j'aurais dû faire plus attention, plus. Si t'as raison, c'est un très bon Et exemple. c'est un peu ce truc-là. C'est un très bon exemple. Il était ici à ta place dans un autre siège. Mais c'est vrai, t'as raison. Samir, c'est un gars romantique. C'est un mec qui a une vision du football romantique. Et c'est un mec qui aurait adoré jouer à une autre époque d'un football romantique où il aurait été certainement mieux compris et on lui aurait laissé beaucoup plus tranquille. Il est arrivé à l'époque où en sélection il a eu comment il s'appelle Domenech. Domenech, voilà. Domenech, j'étais avec lui hier. C'est ton nouveau meilleur pote. Attends, gros, t'es sérieux là? C'est mon gars. Je lui fais la meilleure vanne de l'histoire d'ailleurs. Donc il est arrivé avec Raymond Domenech où c'est deux visions de football qui sont opposées. Puis les médias. Samir Nasri, je suis persuadé que s'il joue dans les années 90, mais ça, la vision que les gens ont de lui autour, mais c'est de footballeur, alors que tout le monde considère que c'est un excellent footballeur, mais ça aurait été ça aurait été différent. Donc lui, clairement, ça fait partie de ces mecs-là qui en fait se disent avec le recul, en fait, moi j'aurais dû me formater à minima et on aurait arrêté de me casser les couilles. Quand tu parles de Nasri, ça m'inspire un autre truc. Et je vais vous le dire très honnêtement, il y a un gros souci aussi dans le foot actuel, c'est que on regarde tous les matchs de A à Z. Disons-le. Jusqu'à 2007, 2008, il y avait jour de foot, on regardait pas les matchs en entier. De ton club, il y avait pas, c'était sur C-Foot, TPS. En fait, on pouvait pas regarder les matchs. Il y avait Téléfoot quand on était très jeune, le dimanche matin, c'était le seul moment où on regardait du foot. On écoutait la radio, on connaissait les résultats, mais le lendemain, il y avait jour de foot à 23h avec tous les mecs maintenant qui sont partout, dont Cyril Linette, des mecs importants maintenant du foot français, ils ont commencé là-bas. Président de la République, Cyril Linette, maintenant. Bravo, en 2032, bravo. Même des mecs à l'Assemblée nationale, il paraît. Oh, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que Pour qui on a travaillé, ça change tout. Shame on you, Imran. Ça change quand tu parles ça change tout dans notre manière de voir le foot et de juger les mecs. Tu parlais de Samir Nasri, moi ça m'a même un autre truc. Quand je pense au PSG, mon club et tout, j'entends les anciens comme ils parlaient de Moussa Fadaleb et tout, de Safet Suzic. Mon gars, j'entends des trucs. J'entends George Weah, j'étais très jeune. Je me dis George Weah, c'était en grandissant mon joueur préféré, alors que je l'ai jamais vu jouer. Je regarde ses stats, je me dis George Weah, mais gros, 14 buts en Ligue 1, ok, bon en Ligue des Champions. Frère, c'est Jimmy Briand en fait le mec, tu vois. Alors qu'en fait, George Weah c'était le meilleur, il prend un ballon d'or, mais parce que les stats ont pris une place telle, parce qu'on peut regarder tous les matchs et qu'une mauvaise performance, elle est aussi importante qu'un triplé en finale de Coupe du Monde. Mais les gars, vous êtes complètement faux, quoi. Bien sûr. Donc, ça m'amène donc à ce truc-là de Sur dire. la suranalyse. Tout à fait, suranalyse. Ça m'amène à un truc, à un nom dont on a souvent discuté ici, c'est Hermine Nasri, Javier Pastore. Pourquoi Pastore, c'est le joueur préféré? Allez, top 3, top 5 des joueurs préférés du PSG, pour les fans du PSG, sous l'ère QSI. De Didier Roustan. Parce que et de Roustan aussi. Parce que c'est l'un des derniers vestiges, du romantisme sur le terrain. Ok, c'est pas le meilleur buteur, c'est pas le meilleur passeur, mais à un moment donné, je vois un gars qui touche la balle, et il me donne de l'émotion, frérot.
Je suis là, il me fait kiffer. Et il y a les Marseillais qui vont me dire, mais tu vois, et en fait, je rentre dans un débat, et je vais perdre mon romantisme du foot. Non, mais T'es en train de me dire que Samir Nasri, c'est Patrick Colletter. Calme-toi, quand même. Non, je dis pas ça. Je dis que le gros problème du foot aujourd'hui, c'est que dire, comme il joue au PSG, alors qu'en fait, gros, c'est un bête de joueur de foot. Moi, je peux reconnaître que Didier Drogba, il m'a régalé 2003-2004. Et pourtant, il est à l'OM. Aujourd'hui, je suis pas sûr de pouvoir avoir le recul nécessaire pour le faire pour un joueur actuel de l'OM. J'y arrive pas sur Pastore, mais oui, voilà. je comprends. Mais tu comprends, le romantisme, c'est aussi des joueurs qui sont peut-être pas le meilleur, pas le plus régulier, pas le truc, mais qui te donnent de l'émotion. Bah ouais, le kiff, mon frérot. Et il y a peut-être aussi une chose à dire, et c'était Ben Arfa qui l'avait dit il y a 5 ou 6 ans quand il était au PSG, je crois, il avait dit le foot est devenu trop sérieux. Et c'est marrant, tu vois, je suis allé commenter mon premier match de Ligue 1 cet été, et je me suis dit exactement la même chose. Le foot est devenu trop sérieux. Non mais c'est vrai, non. Il a raison. Peut-être pas. Ouais, peut-être. Il y a un débordement de Jonathan Klaus. Peut-être pas assez sur la deuxième journée. J'avais une blague, je la garde pour moi. Peut-être pas assez sur la deuxième journée. On s'en expliquera un jour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que non mais c'est vrai. Le foot est devenu trop sérieux parce que aujourd'hui un club comme Toulouse. On s'en branle de qui marque en fait. Un club. qui a 0. Elle est vraiment pas romantique, hein. Elle est belle. Elle est très très belle. Et tu sais, non, mais c'est que, en fait, par exemple, un club comme Toulouse, par exemple, avec Damien Comolli, son président, comment ils construisent leur effectif? Avec la méthode des stats, les fameuses data, où je vais chercher un mec au Groenland, qui est un excellent ailier droit, qui a percuté 18 fois l'année dernière, donc du coup, ça doit être le joueur dont j'ai besoin, dans le profil dont j'ai besoin, mais quelque part, les supporters ne se reconnaissent pas, si tu veux, là-dedans, parce qu'ils veulent un mec du cru, on le voit bien avec Strasbourg, qui a jamais eu autant de moyens financiers et d'infrastructures. Les supporters font la gueule tous les 15 jours alors que Strasbourg est plutôt beau à voir jouer, mais tout simplement parce qu'il n'y a plus aucun mec qui leur ressemble. Et c'est les supporters qui ont connu la descente de Strasbourg en National 3, National 2 et qui avaient des gens qui ont connu le rideau de fer aussi. Exactement. Hein. Non mais c'est exactement. J'ai failli dire exactement. Il y a le tas, Strasbourg. Voilà, donc si tu veux, le foot est aussi devenu un peu trop sérieux à la télé, dans l'incarnation des journalistes, dans le discours des joueurs, dans ce que les entraîneurs ont à expliquer, dans les présidents qui sont désormais des grands technocrates et qui ont remplacé un peu ce que tu disais, le foot à papa, les Berlusconi, les Nicolin qu'on a pu connaître, etc., qui avaient leurs défauts, attention, hein, je fais pas l'apologie de ces mecs-là. Mais le foot est devenu trop sérieux et ça casse le côté un petit peu romantique. Mais t'as raison, parce que mon frère que vous connaissez, qui est un amoureux du football, un footballeur, on embrasse le Yann, il me dit, mais moi, les débriefs, sur Canal, et Samir Nasri a amené un truc, un peu de feeling. Un peu de feeling. Voilà. Un peu de feeling. Allez, vas-y, je dis la vérité, je dis ce qui me passe pas. Je dis ce que j'ai vu, il y a pas de langue de bois et tout, mais c'est vrai que c'est tous ces mecs. Et ok, c'est la télé, et on a connu ça un peu à Bein. Moi, les costards, les cravates, les trucs analysés de manière, comme si c'était des élections présidentielles. Merde, quoi. On a le droit aussi, à un moment donné, de donner des trucs, de faire des jeux de mots, de s'amuser, d'en rire, putain, ça manque c'est vrai qu'il y a le football en soi, mais le football est devenu ça parce que l'analyse autour, et tu le disais tout à l'heure, Thomas, c'est devenu un truc ultra sérieux. La nouvelle génération de journalistes, c'est des mecs rasés de près, des cravates, des costards, des trucs. Il n'y a pas de Didier Roustan, disons-le. Ouais, il n'y en a pas, il a peu ou pas. Et là, pour le coup, et Bertrand Latour le disait, c'est un journaliste qui nous quitte, et aujourd'hui, il y a personne pour reprendre le flambeau de ce qu'il était. Un peu de fun. Didier Roustan, il regardait Daniel Bravo. Daniel Bravo, c'est le petit prince du parc, c'est un mec qui a fait une carrière. Il lui disait, mais arrête, Daniel. On peut se marrer, quoi. On peut dire, même si on n'a pas été un joueur pro, d'aller chercher un mec. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec les basketteurs, et on est plutôt bien accueillis là-dessus. Mais je trouve que dans le foot, on se prend tellement au sérieux. Mais sans aller dans le côté, ça se voit qu'il a jamais joué au football. Faut pas qu'on rentre là-dedans, mais par contre, il y a un truc qui est sûr dans tous les... T'as joué au foot, toi, un peu, moi? Ouais, j'ai joué un peu au ballon. Dans tous les nouveaux journalistes qui sont formés, notamment à Canal+, t'as l'impression que il y a pas de ressenti. Il y a trop de stats. Et aujourd'hui, c'est un des grands problèmes du foot. Vous en parliez, stats individuelles, ça suffisait pas. Stats avancées, ça suffit toujours pas. Expected goal. On va te vendre que sur une frappe, selon le joueur, l'angle et tout, la probabilité de marquer un but. Vous en rendez compte où on en est? J'ai pas trop la même ça, moi. Mais comment, c'est vrai? Comment vouloir à Canal, à partir du moment où le joueur, les clubs, et tout l'écosystème du football réfléchit de cette manière-là. Je suis d'accord. Si tu le fais pas, t'es pas à la page. C'est l'environnement. Je crois qu'il y a une énorme différence. Pour moi, tu peux faire tout les deux. Tout à fait. Tu dois faire les deux. Pas tu peux. Tu dois faire les deux. Il y a une différence entre une stat et ce qu'on en fait. Tu vois, moi je trouve que c'est une bonne stat parce que parfois c'est vrai qu'il y a 0-0, même si on a de moins en moins maintenant, mais tu marques pas de but dans un match quand t'as eu 19 occasions franches. Et moi j'aime bien l'idée d'avoir une stat qui te dise que t'as eu beaucoup d'occasions et que t'aurais dû marquer si ton attaquant c'était pas un peintre, frérot, qui joue à l'OM, parce qu'en général les peintres sont à l'OM. Et donc du coup, Colomani il joue pas à l'OM, je crois, gros. Hein. Pas encore. Laisse-lui 2 ans, gros. Et moi j'aime l'idée que le gars dit une stat.
ok, tu la prends telle quelle, et que derrière, à la parole, parce que je crois que le romantisme, c'est quelque chose d'oral, de discuter, ça peut être ensuite à l'écrit, SoFoot l'a fait pendant des années, ils ont amené un truc nouveau, mais je crois que c'est un truc de palabre, d'histoire à raconter, de storytelling, les Américains aiment bien le dire. Donc je crois qu'il y a de la place à la fois pour les stats avancées, parce qu'on est dans l'évolution oui, mais la qu'il faut place, le elle est mettre. énorme maintenant. Mais parce que les gars sont peut-être pas assez bons. Là, c'est une direction éditoriale, c'est pas pareil. Moi, je peux te dire, quand je vois le plateau de Ligue des Champions de Canal, moi, en fait, au bout d'un moment, je vois des trucs, je suis là, bon, ok, les stats et tonton, alors oui, il a bien bossé, il a ses stats. Par contre, moi, quand Samir, il parle, frère, au bout d'un moment, il a pas de stats, il s'appuie sur pas, il lance 0 tableau et tout. Par contre. Reste pas journaliste, Samir. C'est vrai, oui, mais. Il parle de foot. Au bout d'un moment, moi, je veux voir un foot qui en parle, frère. En fait, tu me parles de foot. C'est ça. Et c'est ce que j'ai envie d'entendre. Attends, moi, je suis pas un joueur de foot, moi. Mais par contre, tu me dis des trucs et c'est ce que j'ai envie d'entendre. C'est ce que j'ai envie d'entendre. Donc, c'est pour ça que je rejoins Thomas, faut faire les deux. Parce que oui, il faut vivre avec son temps. Mais par contre, les stats doivent être au service de ce qu'on voit aussi. Et aussi, c'est juste des trucs, des mathématiques. Au bout d'un moment, j'ai l'impression de me retrouver au bac avec... tiens, voilà les stats, vous avez 4 heures. Merde. Non, mais aujourd'hui, Canal, c'est les meilleurs pendant le match. Mais ils se sont dépassés complètement sur l'avant et l'après. Ah ouais. RMC est largement mieux aujourd'hui. Tu prends plus de plaisir à écouter la radio. Il y a 0 stats, hein. C'est ce que je te dis. Ils sont meilleurs parce que c'est du ressenti. Parce qu'à RMC, il y a des éditorialistes. Tout à fait. C'est très important. Tout ça. à fait. Après, on peut... Non, mais si, journaliste, éditorialiste. Oui, mais il y en a pas chez Canal. Non, mais c'est que, mais en fait, Il y en a plus chez Canal. Bah, le talk qui veut pas, Canal. On verra avec Bertrand Latour le jour. Canal. Bébert, il va amener Il est pas encore, je dis, on verra. Il est pas encore. Mais moi, je le connais, on l'a eu et on le connaît tous. C'est ce que je dis. Justement, Lui, il l'est. Aux côtés de Nasri, ça va être très cool. Mais Canal, si tu veux, se refuse à faire du talk depuis trop longtemps ou estime faire du talk Depuis Pierre Ménès, quand ils n'en font pas. Depuis la fin de Pierre Ménès. Ouais, voilà, qui, bon. C'est vrai. Non, mais, je veux dire, gros, je suis pas en train de te dire que j'adore Pierre Ménès. Je dis que Pierre Ménès a amené dans le CFC du talk sur Canal. Voilà. Il fait une lettre pour le soutenir quand même. La signature. Allez, enchaîne sur autre chose. Mais les gars, Pourquoi pas numéro 10 dans le foot? Qu'est-ce qu'on est Fais 7 jongles déjà. Qu'est-ce qu'on est con, putain. aujourd'hui, on est en 2024. Est-ce que, alors moi, je vais vous donner quand même des petits exemples. Pour moi, parce qu'on disait, il y a plus de romantisme. Pour moi, il y en a quand même eu sur les 10 dernières années. Je vous donne un peu ce que j'ai. Il y a eu Leicester. Ouais. Pour Erwan, c'était qu'une épopée. ouais. Pour toi, ça reste une équipe romantique? 100%. 100% romantique. Romantique. Par contre, c'est une parenthèse. Elle est magnifique. C'est peut-être le titre en Angleterre, voire même de l'histoire. Après, Si, t'as en raison. Amérique du Sud. Non. Première Ligue. Pour moi, Première Ligue. Pour moi, ce que fait Leicester, c'est peut-être le titre le plus grand exploit. exceptionnel de l'histoire. Et le deuxième, c'est Montpellier. Mais vas-y. Bien sûr. Ouais, il y a Lille, Monaco qui ont gagné récemment. Est-ce que c'est du romantisme? Montpellier, oui. Monaco, moins. Non, il y a du kiff derrière ça, d'un point de vue hexagonal, où tout le monde soutient une équipe, enfin, hors les supporters du PSG, bien sûr. Donc, moi, j'appelle pas du romantisme, c'est une belle histoire, ça régale. Ouais, t'as raison, Montpellier, c'était lourd. Moi, Lou Nicolas avec la teinture et tout, j'avoue que c'est un souvenir incroyable. Attends, mais ça, c'est la fin. Mais Montpellier, attends, on va pas comparer Monaco et Montpellier. Montpellier, à l'époque, mine de rien, c'est une surprise. Montpellier, Monaco, c'est une belle surprise. Mais quand tu vois les joueurs qu'ils ont, finalement, tu fais, oui. Ouais, mais c'est facile de dire après coup, ça, moi, pour moi. Leicester, pour moi, tu regardes les joueurs, tu fais, bon, en fait, il y en a pas un qui joue dans les. Ouais, mais c'est facile de dire ça, c'est comme l'Ajax 95. À un moment donné, les mecs. L'Ajax de 95, ils se retrouvent tous derrière au Barça. C'est ce que je te dis, mais c'est facile de dire ça. Et gros, c'est un truc de moment, le romantisme. C'est-à-dire que tu peux pas imaginer que ces gars soient là si forts à un moment donné. C'est facile de dire après coup. Montpellier, c'est incroyable. C'est ce que je viens de te dire. Mais en fait, c'est deux cas qui sont complètement différents. Mais là où je te rejoins, c'est que le Monaco en Ligue des Champions, qui cette année-là est champion de France. Ah, je trouve dégage un truc, quoi. Tu te rappelles ce match contre City? Dortmund, ils font demi-finale de Ligue des Champions. Qui est fou. Et puis c'est une équipe qui va de l'allant, qui a de l'allant, qui va de l'avant et tout, etc. C'est quand même une belle. C'est une équipe qui te donne des émotions. Qu'est-ce qu'il fait Jardim d'ailleurs depuis? Oh, ça c'est vrai, je sais pas. Léo Jardim, il fait quoi? La réponse est dans la question. Il est pas reparti au Portugal. Il est chez lui, Jardim. Il est reparti au Portugal, je pense. Si je vous dis l'Atalanta, l'Ajax en Ligue des Champions, l'Ajax 2019. La victoire de, alors l'Atalanta c'est très dogmatique, mais tu vois la victoire de l'Atalanta en Europa League l'année dernière, pour moi je trouve ça très romantique. Avec les, tu sais par exemple, c'est pas un best-seller. Non mais tu vois, c'est marrant. L'Atalanta vue de France, c'est une équipe pour laquelle on a beaucoup d'amour. Parce que Gasperini, parce que l'idée de jeu, et les gens ne savent pas que par exemple c'est l'un des stades les plus racistes en Europe, tu vois. Bon romantisme, tu vois, avec le Chievo Vérone, du jeu, du côté de Bergame. Donc tu vois, c'est marrant, tu vois, comme quoi le jeu et comme quoi le hors foot peut nous faire aimer justement, tu vois. Ok, Paulo Di Canio. Le Real. L'enfer du truc. Di Canio, romantique ou pas dans le foot? Ah bah ouais. Oh vache. À sa manière. Un poil trop. Alors Léo Jardim, il était l'année dernière au Qatar, c'est pour ça qu'on savait pas où il était. Oui, au Portugal. Le Real de Benzema, on en a parlé.
parler. Non, ouais. Celui de Thiago Silva, le Chelsea Thiago Silva qui gagne après qu'il soit arrivé. Ouais, c'est pur pragmatisme. C'est du pragmatisme. C'est du gegenpressing, c'est ce qui se fait partout maintenant. Les scénarios face au PSG, la remontada du Barça. On est dans le romantisme. Mais, non, on est dans des matchs. Pour moi, on peut pas. On n'est pas dans des moments romantiques. Pour moi, on peut pas. Des moments d'histoire, oui. Voilà. Pour moi, des moments d'histoire, mais on peut pas qualifier un match de romantique. En fait, si dans l'idée générale du football romantique, un match tel qu'il soit, malgré peu importe le scénario, même si c'est le scénario le plus fou qui existe et la remontada du Barça en fait partie, on peut pas qualifier ça de romantisme. Pour moi, le romantisme, encore une fois, c'est une philosophie. Et dans le Barça de ce moment-là et dans le Paris Saint-Germain de ce moment-là encore plus, il y a zéro romantisme. T'as des gens qui vont trouver ça romantique parce que avec l'opposition entre le Barça et le PSG de l'époque, il y avait le Barça qui luttait justement contre ces clubs multipropriétés, patati patata, et enfin qui voulait incarner ça, et le Paris Saint-Germain, voilà. Non mais il y en a certains qui diront que c'était du coup une victoire romantique, mais vous l'avez très bien dit. Non, pour moi, toutes les remontadas des dernières années sont exactement ce que... Non, pas procuration. Non, mais ce que je disais justement. C'est exactement ce qu'est le football d'aujourd'hui. Le football de temps fort, de temps faible et la gestion de ces deux moments. Quand t'as 20 minutes de temps fort, tu marques. 20 minutes de temps faible, tu prends un but. 20 minutes de temps fort, il y a la mi-temps au milieu parce que sinon c'est bien, il y a un problème. Il y a 2-1. Tu remarques derrière. En fait, ça donne des scénarios comme ça qui te permettent d'avoir des moments complètement fous. Mais le nombre là de remontadas ces dernières années, le Barça de Messi, sur les 5 dernières années, les mecs, ils perdaient tout le temps avec en ayant gagné 3-0 à l'aller. Parce que le football d'aujourd'hui, c'est ça. Pas le football international. Mais le football de club, c'est des temps faibles et des temps forts et la gestion de ces moments-là. Et donc, ça donne forcément des moments plutôt cool à suivre. Mais c'est du football de rupture. C'est pas un football établi, machin. T'as raison. Et c'est pour ça qu'en fait, le sentiment d'être romantique dans le football est quand même quelque chose de fou parce que tu vas à contre-courant de ce qu'est devenu le football, mais de ce qu'est le football à la base. Parce qu'à la différence des autres sports, t'as quand même le point est rare. Et à partir du moment où le point est rare, tu peux avoir plein de façons d'analyser un match. Et à partir du moment où le point est rare et que le football se scientifise, où on fait des études pour essayer d'être le plus efficace possible avec les expected goals, etc., tu peux pas en vouloir au football de justement se scientifiser, entre guillemets, pour devenir le plus efficace possible et dans le but in fine, on va dire, de gagner. Donc c'est pour ça qu'être un romantique du foot, bah, quelque part, c'est aussi parfois être à contre-courant de ce qu'est le foot. Et puis ça a commencé il y a longtemps, parce qu'Arrigo Sacchi, il s'est pas dit, bien sûr. Catenaccio, frérot, voilà. Ça, c'est sûr, pour le coup, d'ailleurs, on n'a pas cité l'équipe italienne, hein. Le Milan des années 90, qui est une équipe historique. On parle pas de romantisme pour ces équipes. La Juve, on a rarement parlé de romantisme. On a des équipes des années 90 qu'on a adorées. Palerme. Palerme. Je pensais plutôt au la Sampdoria de Gênes, peut-être. La Samp. Palerme de Thuram. Palerme de Turin. Non, je pensais plutôt. Non, mais là, je pensais plutôt à Parme. Non, mais attends. Bah, tu vois, les grosses équipes, mais les deuxièmes. Les Parme, c'est Cannavaro et tout. Non, mais Cannavaro, Vérone et tout. Gros, moi, dans ma mémoire, c'est. Stoïkov. C'est des équipes dont je vais me souvenir tout le temps et pourtant c'est 3e, 4e chapeau, enfin pas chapeau mais équipe d'Italie. Aujourd'hui c'est impensable. Après je crois dans l'idée des Italiens. Pour être romantique aussi, faut être nostalgique et donc c'est forcément un truc d'ancien. On verra ce que diront. Non. Dans Yens. On verra ce que diront les mecs qui ont 20 ans aujourd'hui, 25 ans, ce qu'ils diront quand ils auront 35, 40 ans. De 2018, de 2022, t'as raison. Moi, je crois qu'aussi que le romantisme, et pourtant, là, on parle pour l'instant, on parle des années 60, 70, 80. Je te dis, moi, je suis né en 82. On n'a pas vécu. C'est des trucs qu'on a quasiment pas vécu. Mais après, il y a l'histoire. Aujourd'hui, je pense que nous, on a grandi en voulant connaître l'histoire du foot. Aujourd'hui, la jeune génération, ils sont moins ça, ils sont plus sur l'actualité. On verra, mais je crois que le romantisme est, pour moi, automatiquement lié à la nostalgie. On a toujours l'impression que c'était plus cool avant. On le voit avec le basket, avec tout, Jordan, la musique, les films, voilà, tout. Donc il faut pas cracher sur ce qui se fait aujourd'hui. Il y a le monde et le sport changent, mais c'est vrai qu'on est quand on parle de romantisme, on parle forcément on est forcément nostalgique. C'était mieux avant. Avant de conclure, juste, j'aimerais, j'anticipe des commentaires sur le City de Guardiola, qui pour moi peut rentrer dans un football romantique, au moins un entraîneur romantique, mais avec un plan de jeu clair, une manière de gagner qui est plutôt belle. Ils se mettront en avant. Pour moi, pour qu'il soit romantique. romantique. Pas de souci avec ça, moi. La star, ça peut être le coach. Moi, mon souci, c'est que pour gagner il a dû, lui aussi, s'asseoir et prendre un œuf comme tout le monde. Donc son romantisme a été confronté à un moment donné où il a défoncé la première ligue, il a 6 premières ligues, là ils sont imbattables et tout, et c'est le meilleur championnat de tous les temps, mais enfin du monde en tout cas. Et tu te retrouves à, tant que t'as pas gagné avec des champions, t'es pas l'entraîneur accompli, en tout cas dans ce cycle-là de ta carrière.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme tout le monde. Il a pris le meilleur neuf disponible. C'est Haaland. Et comme de par hasard, il a gagné. Donc même lui, dans son romantisme, parce que t'as raison, il est dogmatique, tu le dis tout le temps, il a dû s'asseoir sur son dogme de base. Je vais jouer et les quarts de espace, les demi-espaces, les trucs, on va jouer avec un faux neuf et tout. Frérot, si tu veux gagner, comme pour le basket, il faut jouer avec des grands. Le foot te rappelle qu'il faut au bout d'un moment un mec qui marque des buts et un vrai numéro 9. Et donc le romantisme, il est quand même un peu freiné quand même. Non mais t'as raison, il y a en fait c'est une très bonne question que tu poses parce qu'il y a d'un côté un romantisme parce que par exemple sur la relance, la prise de risque qui demande à sa première ligne de relance, il y a une prise d'initiative on va dire où le joueur est un petit peu libre, même s'il doit rentrer dans un système, il est un petit peu libre, mais il fait entre guillemets ce qu'il veut. Et il y a à côté des circuits de passes qui sont imposés. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Ligue 1, il y a des entraîneurs qui veulent mettre en place justement du gegenpressing ou entre guillemets ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire un pressing haut, un bloc haut et un jeu de possession et en étant bon aussi bien sûr sur les transitions. Et aujourd'hui, tu as en football des équipes qui répètent des circuits de passes. Ça, c'est pas du romantisme. Ça, c'est du pur pragmatisme. Tu as des entraîneurs qui mettent 3 joueurs. Voilà, les mecs, circuit de passe, dans telle situation, dans telle situation. Ça, c'est pas du football romantique, c'est du football pragmatique. On finit l'émission là-dessus. Est-ce que le football romantique est mort? Oui. Le foot d'avant est mort, ça fait longtemps. On le sait, non? Mais à nous de le cultiver aussi, tu vois, c'est un peu la manière de Roustan, c'est entre guillemets, moi ça me dérange pas, tu vois, ce qui me dérange c'est le débat justement où quand tu parles de foot, on dit mais t'as pas joué en Ligue 1 donc tu peux pas parler. Moi, j'estime que c'est comme du cinéma, c'est comme un album de musique, je peux chroniquer un match de foot comme Mehdi Maizi chronique un album de musique. Il a sorti 14 albums, non, mais comme un mec qui est féru de cinéma va chroniquer une performance, c'est-à-dire que au-delà du technique, au-delà de la statistique, il y a aussi du ressenti et ça nous d'entretenir ça et je pense que c'est ce qu'on fait nous d'une certaine manière. Oui, mais on n'est pas assez fort, nous les gens autour, les véritables amoureux du sport, du foot, etc. On n'est pas assez fort vis-à-vis de ce qu'est devenu le foot. Le foot est devenu une bulle, tu l'as dit, il y a tellement d'oseille. Sur Twitter. Twitter aussi. Non mais l'affaire stats sur Twitter est importante quand même. Alors, si on parle de Twitter, mais au-delà même de Twitter qui est arrivé comme ça, mais le foot est devenu tellement fort d'un point de vue argent, oseille, ce qu'il faut faire pour les enjeux. Depuis que t'as 11 ans, tu sais qu'il faut faire ça pour... Gros, depuis que t'as 11 ans, frérot. Les enjeux à 11 ans, t'es même pas au collège. En fait, il faut que tu joues au foot, que t'ailles à l'école, et bah ça, là, on te dit, tu sais, tu peux peut-être gagner 70 000 euros de primes l'année prochaine qui vont aller à tes parents pour les sauver. Oui, je vais me formater, moi, pour ça. Allons plus loin dans ce qui est, dans le romantisme. Mais on n'a qu'à voir, il y a une belle campagne où ils sont allés chercher des formateurs de jeunes de 9, 11 ans, de ça et tout, et le comportement des parents. Et à partir de là, pour finir, ça fait un peu démago, mais c'est la réalité, c'est qu'aller sur les terrains des jeunes et tout, allez voir le comportement des parents sur leurs gamins au foot, et vous allez voir que le romantisme... J'ai vu un super documentaire là-dessus, là. Il est pas mort, le romantisme. Le romantisme, il s'est pendu et il a bien fait, gros. En fait, pour que le romantisme revienne très fort, il faudrait un truc horrible, et je souhaite à personne, c'est que la bulle explose. Elle est en cours en France, passer, bien sûr. Un jour où les droits télé ne seront plus on espère 1 milliard, mais en fait, on est à 250 000, c'est beaucoup. 100 millions, admettons, et en fait, que les gens soient dans l'économie un peu plus réelle. Je dis pas de pas gagner 20 000, 30 000, 40 000 euros, 50 000, 100 000 si tu veux, mais en tout cas dans l'économie qui ressemble aux gens qui payent leur place pour aller au stade. Tant que c'est pas ça, on s'identifie de moins en moins ces gens. Il est en train de se battre pour 55 millions d'euros, c'est 3 mois de salaire et une prime. Mbappé. Oh la vache. C'est fou les gars, c'est complètement fou. Il faut finir. Je prends le promis, c'est le mot de la fin, mais on parlait de Roustan, il a dit il y a très peu de temps sur France Bleu. Avant, à l'époque, le football pour moi avait un effet érotique sur moi et je trouve qu'aujourd'hui on est tombé dans la pornographie. Et encore une fois, et je trouve la formule elle est parfaite. Et aujourd'hui, non mais la vérité c'est que tu fais le reproche au foot et après on vous laisse réfléchir chez vous, c'est promis. Mais tu peux l'étendre à tous les plans de la société aujourd'hui. C'est tout. Le foot est le reflet de la société, c'est tout. Plus que jamais. Donc le football romantique est mort hein, sur le plateau en tout cas il est mort. Est-ce que t'as l'impression d'avoir connu le football romantique toi, qui est plus jeune que nous? T'as vu le pull qu'il a mis? Évidemment que non. Mon grand-père était romantique et je suis content qu'il me l'ait passé. Qu'il me l'ait légué plutôt. Mais non, pour moi, la fin du football romantique, c'est les débuts des années 2000. Mais parce que pour moi, c'est la dernière fois où il y avait autant de stars. Mais bref, sans aller aussi loin, il y avait aussi plus d'équipes. Bref, dites-nous dans les commentaires si vous pensez que le football romantique est mort. Et puis c'est vrai qu'on est plus proche de la fin que du début quand tu vois les Super League et tous ces délires. On n'a même pas eu le temps d'en parler. J'espère qu'on n'a pas fait une émission de vieux cons. Dites-nous dans les commentaires. Parce qu'il n'y a pas un truc qu'on a dit, mais le foot est devenu moderne et plus romantique quand les débriefs ne se sont plus faits à 100% dans les bars. C'est vrai. Tu vois ce truc-là? Avant, c'était toujours dans les bars ou vraiment avec une bière. Aujourd'hui, c'est à froid. Quelques minutes après, sur Twitter, ce truc, avec un espèce de chape de plomb énorme. À partir du moment où on a basculé dans ce truc-là, en 98, trop sérieux. Trop sérieux.
Voilà. Alors que ça devrait être Mais t'as une raison. fête. Mais t'as raison, putain. Et voilà. Putain, ma couille. Il a raison, Toto, toi, putain. Tu remets la même pour les garçons, t'as raison, Toto. Hésite pas sur les cavettes, c'est gratuit, gros, hein. Merci d'avoir suivi le PMU. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si le football romantique est mort. Bravo. Est mort. Bravo pour la citation de la marque, c'est nickel. Et puis, N'hésite pas. mais surtout Winamax qui nous soutient et on est avec eux jusqu'au bout parce que c'est ça le romantisme. Allez, Rendez-vous ciao tout le quand monde. Rendez-vous quand On est en Rendez-vous pour la semaine prochaine. Ah, here we go. C'est comme une La- rentrée, là. Il y aura la première journée de Ligue des Champions. On va donc débriefer Ah oui. un peu ce nouveau format qui est complètement dingue. Est-ce que ça va rien changer pour le PSG? Qui a tué le romantisme Mais- Romantique ce nouveau format ou pas? Ça tue le romantisme. Allez, ciao. Il y aura Arthur Rimbaud en invité. Ah oui, désolé.